est bonne ou pas. Donc voilà le cadre dans lequel on s'inscrit. Ça va? C'est très important de poser cette base-là pour ce qui va suivre. D'accord? Ça reste un outil. Alors on va passer à la diapo suivante. Et je voudrais faire un petit détour pour vous montrer, avant même d'entrer dans le sujet de savoir si on peut utiliser l'IA comme élément d'étude de la Bible, j'aimerais en fait vous montrer dans un récit biblique un aspect fondamental. Alors, on ne va pas le lire parce que c'est un peu long, mais je voudrais qu'on s'arrête sur le récit que vous connaissez peut-être. C'est une rencontre passionnante que la Bible nous relate entre un riche fonctionnaire, hein, donc l'eunuque, et un évangéliste, Philippe. Ils vont se rencontrer de façon improbable, parce que si vous connaissez un peu le texte, c'est le Saint-Esprit qui avait demandé à Philippe de se rendre. Voilà. Et quand Philippe va le rencontrer, je résume hein, pour aller plus vite, quand Philippe va le rencontrer, Philippe va le trouver en train de lire le texte, en particulier d'Ésaïe 53, c'est-à-dire le serviteur souffrant. D'accord? Et Philippe va lui poser la question qui est au verset 30. Question en fait qui est centrale, non seulement d'un point de vue, je veux dire, parce que vous voyez, il y a versets 26 à 40, c'est presque au centre, mais aussi centrale dans le sens du texte. Et il lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Ça, c'est la question que Philippe lui pose. Et le récit nous laisse comprendre que l'Éthiopien avait du mal à comprendre le texte. D'accord? Alors voilà ce qu'on va faire. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi l'Éthiopien avait du mal à comprendre ce qu'il lisait. Alors on va passer à la diapo suivante. Et je vais vous demander si vous avez, donc tous ceux qui veulent participer, hein, vous pouvez sortir vos téléphones et on va faire un petit quiz pour essayer de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que l'Éthiopien ne comprenait pas ce qu'il lisait? Et au travers de ce récit, on va mettre en évidence certains principes qui vont ensuite nous guider pour le reste de notre réflexion. Alors je vous laisse le temps de flasher le QR code et on laisse le temps de flasher. Donc quand tu vois que le nombre se stabilise, on va pouvoir démarrer. Oui, pardon, je me mets à côté. Voilà. Très bien, tu peux basculer sur l'écran voilà, de l'application. Voilà, c'est sur l'onglet Firefox, très bien. Alors, rafraîchis la page au besoin. Alors, c'est lequel celui-là? Je n'arrive pas à voir. Voilà. Non, alors rafraîchis un petit peu avant. Reviens en arrière. Rafraîchis la page. Voilà. Voilà, il y a 17 qui se sont déjà connectés. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, alors, ok, d'accord, on va attendre un petit peu encore. Alors. Pardon? Alors, c'est le QR code, il est là. Alors, voilà ce qu'on va faire, Nathan. Mets-toi directement sur l'application et je vais te montrer. Vas-y, va sur l'application. Alors, on quitte le fichier, là, et on va sur l'appli. Change d'onglet. Voilà, on va changer. Voilà, tu as le QR code que tu peux afficher tout en haut, là, à côté du... Voilà, ici. Pour ceux qui ne l'auraient pas, donc il est peut-être plus visible. Là. Pardon? Oui, c'est une appli en ligne, oui. Pour information, une appli en ligne, open source, gratuite. Si ça vous intéresse, c'est toujours bon. Ça va? Alors, on est à combien? Nous sommes à une de 20... Oui, mais là, je crois que 28. Je pense qu'on est quasiment tous connectés. Très bien. Alors, sur ce premier quiz, j'ai oublié de préciser quelque chose. Vous allez pouvoir répondre. Celui qui va en fait remporter le quiz, c'est celui qui va donner la bonne réponse, mais c'est aussi celui qui va répondre le plus rapidement. Oui, voilà, parce que si tout le monde, il y a les ex-aequo, il faut bien pouvoir départager. D'accord? Très bien. On peut démarrer? Alors, il y a juste une question hein, pour celui-là. On va démarrer avec une question. On va la regarder ensemble. Je vais le lire avec vous. Et l'idée, en fait, du quiz, c'est d'un petit peu de mettre l'accent sur des choses sous lesquelles on va s'arrêter tout le long de la présentation. OK, on peut démarrer. Donc, tu peux lancer la question, Nathan. Ah, super, je n'avais pas vu que c'était là. Voilà. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi l'Éthiopien ne comprenait pas ce qu'il lisait. OK, suivant. Vous êtes 35 participants.
Très bien. Alors, on va commencer avec les propositions. Alors, l'Éthiopien ne comprenait pas ce qu'il lisait parce qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt pour la lecture du texte biblique. Première proposition. Alors, c'est un QCM. Vous pouvez cocher plusieurs réponses. D'accord? Le passage de l'écriture était écrit dans une langue différente de sa langue maternelle. Ça va jusque-là? OK. Voilà, donc on voit au fur et à mesure les réponses qui s'affichent, enfin vos réponses. L'enseignement sur le Messie souffrant n'était pas encore bien compris à cette époque, même par de nombreux juifs. D'accord? J'ai sauté quelque chose? OK, alors, très bien. Ah oui, merci beaucoup, Roberto. Voyez, j'ai sauté cela. Le texte de l'écriture qu'il lisait était écrit dans un langage symbolique et poétique, ce qui compliquait l'interprétation littérale. Voilà, donc ensuite la D, l'enseignement sur le Messie souffrant n'était pas encore bien compris à cette époque, même par de nombreux juifs. D'accord. E, il n'avait pas de guide spirituel pour lui expliquer le sens du passage. Et dernière proposition, je n'ai pas voulu être trop long parce qu'il y a d'autres éléments du texte, mais que je n'ai pas... Voilà. Il avait besoin de révélation divine pour comprendre que la prophétie parlait de Jésus. Ça va? Ok, je vous laisse le temps de réfléchir, répondez, et ensuite, on va ensemble analyser les réponses. Ah, tu as déjà envoyé? Ah ben si c'est envoyé, c'est trop tard. D'accord. Ça va? On regarde ensemble. Alors, Nathan, tu vas cliquer sur tableau des résultats. Non, excusez-moi. Voilà. Non, plutôt en bas. Le petit. Bon. Oh, on voit déjà qui a gagné. Enfin bon. Le petit œil. Voilà, très bien. Non, c'est pas l'œil, excuse-moi, c'est l'autre à côté. Alors, deux fois. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va regarder ensemble les réponses et on va essayer d'analyser ce qui a été mis. Alors, on revient au début, de sorte qu'on voit la A, et on va ensemble discuter sur les différentes propositions. Alors, est-ce que le texte... Alors, c'est vrai que je n'ai pas lu le texte, mais je suis parti du principe que vous connaissez le texte. Selon vous, la première proposition est-elle plausible? C'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt pour l'étude du texte biblique. On est d'accord? Vous savez, en fait, il était descendu à Jérusalem, il était sorti de sa province d'Éthiopie pour aller jusqu'à Jérusalem. Et en fait, c'était, on va dire, un adorateur. Bon, s'il a fait tout ce trajet-là, en plus, il a en possession de sa main un rouleau. À l'époque, ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir ce type d'éléments-là. Donc, on est d'accord, effectivement. Là, effectivement, vous êtes très peu à avoir répondu à cette réponse-là, et c'est correct. On ne peut pas dire ici que c'est ceux qui faisaient qui ne comprenaient pas le texte biblique. Deuxième proposition. Le passage était écrit dans une langue différente de sa langue maternelle. Qu'en pensez-vous? Oui? Alors quelle serait cette langue, Roberto? L'araméen? Sumérien? Alors, il descend à Jérusalem. Est-ce que vous vous rappelez, Jérusalem, il est sous quel empire? Romain. Et l'empire romain, la langue qui était parlée, c'était le grec. C'était le grec. D'accord? Donc, la langue qui circulait dans l'empire romain, et donc ça faisait aussi office pour l'Église, c'était le grec. D'ailleurs, s'il lisait et qu'il discutait avec Philippe, on est bien d'accord, en fait, il n'est pas question de dire qu'il ne comprenait pas le texte parce que ce n'était pas écrit dans sa langue maternelle. Donc, il lisait quelque chose, un texte en tout cas, qui était écrit dans une langue en tout cas, qu'il comprenait, même si ce n'était pas sa langue maternelle. Cela dit, on pourrait très bien acquiescer en disant que oui, mais par contre, attention, parce que quand on discute dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, certainement, il y a des subtilités linguistiques qui peuvent faire la différence. D'accord? Donc, il faut être conscient de ça. C'est important parce que vous savez, la Bible, on la lit aujourd'hui en français, mais le texte original n'a pas été écrit en français. Donc là, c'est une autre problématique sous les versions de la Bible. Troisième proposition, le texte de l'écriture qu'il lisait était écrit dans un langage symbolique et poétique, ce qui compliquait l'interprétation littérale. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, on parle d'Ésaïe 53, le serviteur souffrant, qui nous décrit le serviteur souffrant comme quoi? Comme une brebis, un agneau qui est emmené à la
boucherie, etc. Donc effectivement, dans la Bible, il y a différents styles littéraires qui sont employés et c'est important de connaître, quand on lit un texte, à quel style qu'on a affaire. D'accord ? Le D, l'enseignement sur le Messie souffrant n'était pas encore bien compris à cette époque, même par de nombreux juifs. Alors, très peu d'entre vous ont voulu choisir cette réponse, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est vraie ? Pourquoi elle est vraie ? Oui, là, oui, ce sont les bonnes réponses. Non, pas sous le tien. Non, pas sous le portable. Ça, c'est ce que toi, tu as envoyé. Voilà, mais à l'écran, on va avoir effectivement les bonnes réponses qui vont s'afficher. D'accord ? Alors, ici, là, pour la... C'est intéressant, cette proposition-là. Oui, oui, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Parce que on aurait... Oui, il y a une main qui est levée. C'était pas dans sa langue maternelle, c'est ça? Oui, le D'accord. texte. Ah d'accord, le texte n'était pas dans sa langue Voilà, maternelle, c'est ça. mais il comprenait ce qu'il lisait. Mais il comprenait ce qu'il Il lisait. comprenait le grec. Quoi, Voilà, en il fait. comprenait le grec. En D'accord. plus, c'était un haut fonctionnaire, donc il avait accès aussi à cette D'accord. connaissance-là. Ah d'accord. Mais parce j'ai que- juste souligné, par contre, quand on parle une langue qui n'est pas la sienne, il y a après des subtilités linguistiques qui Voilà, peuvent nous d'accord. échapper. Ok. C'est ça. Parce que en Éthiopie, on sait très bien qu'à l'époque, Mhm. il y avait des juifs. Oui, Donc c'est ça. forcément, même si ça avait été qu'en araméen, sumérien ou même Oui. dans une langue très très ancienne, Mhm. il l'aurait sans doute comprise. Tout à fait. OK, merci pour la précision. Par contre, cet aspect-là, le D, est quand même assez intéressant, parce qu'en fait, vous voyez, même les Juifs, on aurait pu dire, mais eux, ils étaient à même de comprendre. Et pourtant, ils ne comprenaient pas forcément le texte. Alors, ils ne comprenaient pas le texte parce qu'ils venaient aussi aborder le texte avec leur propre vision ou leur présupposé, qui faisait barrière. Et leur inspiration. C'est-à-dire, en gros, ils attendaient du Christ que le Christ, en gros, les libère un peu comme Moïse a fait au niveau des Égyptiens. Très bien, très bien. Voilà. OK, donc effectivement, ça aussi, ça joue quand, dans la compréhension d'un texte, comment on aborde un texte, avec quelles aspirations que l'on vient. Oui. Une dernière chose, quand après la crucifixion de Jésus, bon, peu avant disons peu après sa résurrection, sur le chemin d'Emmaüs, quand on entend les disciples, Très bien. on a cru que c'était lui qui nous aurait libérés des Romains. Très bien. Et merci de faire référence Et à ce pourtant, récit-là. ils étaient proches de Jésus, mais ils n'avaient pas compris. C'est vrai. Et j'ai choisi ce texte-là, mais j'aurais très bien pu aussi choisir ce texte-là Oui. pour illustrer la même problématique que l'on a. D'accord. Il n'avait pas de guide spirituel pour lui impliquer le sens du passage. La réponse, effectivement, elle est vraie. Et on voit bien le rôle de Philippe, le rôle qu'il va jouer. Et puis, la dernière, il avait besoin de révélations divines pour comprendre que la prophétie parlait de Jésus. Ça va jusque-là? Très bien. On va essayer tout à l'heure de faire une synthèse sur les grands principes, ce que ce récit met en lumière par rapport à notre question de cet après-midi, à savoir, est-ce que la Bible est compatible, ou en tout cas l'étude de la Bible par l'IA est compatible avec les valeurs chrétiennes. D'accord? Nathan, on peut afficher le tableau, le podium pour voir un petit peu. Voilà, donc sur cette première partie, l'Aurélia, c'est qui l'Aurélia? Bravo l'Aurélia. Eh bien, c'est l'Aurélia qui a remporté cette première partie. Donc, je ne sais pas si l'Aurélia était déjà là. Donc, j'ai dit au début que je voudrais remettre au gagnant du quiz, qui sera en deux parties, un prix. Mais le gagnant aura aussi une mission. Voilà. Le prix et la mission. Ça va ensemble, hein? Bon, les autres, après, bon, on verra. Vous me ferez le retour ensuite. On va repasser au diapo. Merci. Alors, on va se mettre sur le diapo. Ou celui en PDF, peut-être, ouais. Ouais, ok, très bien. Allez, diapo suivante. Voilà, donc ce que le texte met en lumière, c'est ceci. Vous allez voir en fait que l'eunuque, à un moment donné, va arriver à comprendre le texte. Et ce texte nous montre l'importance de ce qu'on appelle la dimension relationnelle pour arriver à la compréhension du texte biblique. C'est vrai qu'on peut penser que l'on peut étudier et comprendre dans son petit coin la parole de Dieu, mais la Bible, en tout cas la vérité et l'enseignement biblique, nous dit que la dimension relationnelle, elle est fondamentale pour comprendre le texte. D'accord? Ça, c'est une première chose. Parce que si Philippe n'avait pas été là, il n'aurait pas compris.
Mais s'il n'y avait pas non plus eu l'action du Saint-Esprit, ça n'aurait pas été non plus possible. Donc quand je dis dimension relationnelle, il faut voir dans le sens horizontal et aussi le sens, le sens vertical et aussi le sens horizontal. Donc ces deux aspects-là doivent être pris en compte. Le deuxième aspect qui ressort du texte, c'est la nécessité d'une bonne disposition de cœur. Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'outil le plus sophistiqué. Si vous n'avez pas de bonne disposition de cœur pour faire face au texte, vous n'allez pas arriver à le comprendre. Donc la disposition du cœur, elle est fondamentale. Ça va? C'est important, hein, les aspects que je souligne là, parce que tout à l'heure, quand on va parler de l'IA, il faut que l'IA, on comprenne son rôle et sa juste place. D'accord? Ça, c'est les aspects qui ressortent du texte. Troisième élément, c'est le rôle central de l'Esprit Saint, bien sûr. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré la Bible, donc c'est lui aussi qui va faire le travail dans l'autre sens pour pouvoir nous décoder le texte. Et le dernier élément, c'est celui qui est relatif à la finalité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre en fait que la parole de Dieu n'est pas juste un livre qu'on lit pour lire. Mais on doit s'attendre, normalement par rapport à la lecture du texte biblique, à ce qu'il y ait quelque chose qui se produise. Et dans le texte, quand vous le reprenez, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir eu l'explication, qu'est-ce que le Européen va faire? Il a demandé systématiquement le baptême. Donc voilà, l'environnement dans lequel l'interprétation du texte peut nous être profitable. D'accord? Vous allez vite comprendre en fait que l'IA c'est bien, mais même sans l'IA, on peut étudier la Bible sur la base de ces 4 principes. Donc l'importance de la dimension relationnelle, si Dieu a accordé dans son Église des dons, dont le don de l'enseignement, ce n'est pas pour que nous puissions penser que nous allons pouvoir arriver à une compréhension de la parole de Dieu, chacun dans son coin. Ensuite, cette compréhension de la parole se fait aussi au travers des interactions humaines. Donc, ce n'est pas simplement une question d'enseignement théorique, mais c'est souvent aussi dans l'interaction que nous allons parvenir à cette compréhension. Voilà, on a posé cette base-là, c'est très important. Est-ce que ça va? Très bien. Eh bien, maintenant, on va un petit peu rentrer dans le sujet qui nous intéresse et on va essayer de comprendre quel rôle l'IA maintenant peut jouer. Donc, je dis IA, l'intelligence artificielle, mais je vais préciser quelque chose pour qu'on ne puisse pas trop se perdre. Le séminaire de cet après-midi s'intéresse essentiellement à ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle générative. C'est vraiment cela. Ça veut dire que ce sont des intelligences qui sont capables de produire des contenus. D'accord? Ce n'est pas simplement prendre quelque chose et vous l'afficher, mais elle va vraiment être capable de générer du contenu. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on est, et c'est un petit peu dans cette dimension-là qu'on va regarder quels sont les enjeux et surtout comment ça fonctionne. D'accord? Alors la diapo suivante. Je ne vais pas spécialement parler de ça, mais je vais juste dire un petit mot. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que l'Éthiopien avait du mal à comprendre, Philippe l'a aidé. Finalement, le texte souligne l'importance d'interpréter le texte. Donc, la Bible, on ne la lit pas, on l'interprète. De tout temps, la problématique de l'interprétation a été vraiment quelque chose de vraiment saillant. Parce que vous savez que même les philosophes, ils ont étudié la question, et on a vraiment compris que l'interprétation était ancrée dans le vécu de chacun. Alors, ça veut dire que, comme c'est dans le vécu de chacun, pour construire sa vision du monde, arrive à son interprétation. Et c'est vrai qu'il y a un courant de pensée par rapport à la Bible qui fait penser que, pour la Bible, c'est pareil. C'est-à-dire que chacun peut avoir sa compréhension de la Bible. D'accord? Mais j'aimerais un petit peu souligner un élément, c'est que on interprète la Bible, mais comme disait quelqu'un qui nous enseignait ça quand on était jeune, il est important de ne pas faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit. On ne va pas s'arrêter là-dessus ce soir, mais sachez qu'il y a des méthodes qui sont éprouvées et qui permettent justement d'étudier un texte, mais en étant conscient de ce qu'on appelle ses présupposés pour que cela n'impacte pas notre compréhension du texte. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne un exemple. Si vous avez des problèmes de santé et que vous lisez un texte de la Bible qui parle, par exemple, il pense les blessures, c'est sûr que vous n'allez pas le lire de la même façon que quelqu'un qui n'est pas dans le même contexte que vous. D'accord? Et le but de cette approche qu'on appelle en fait l'herméneutique, c'est justement de nous faire prendre conscience de ces choses que nous emmenons dans le texte et qui des fois peuvent nous faire dévier du sens propre du texte. D'accord? Donc il est bien important de souligner qu'il n'est pas question ici de dire que oui, parce qu'on interprète le texte, chacun va la comprendre comme il veut. Non, non, non.
dans le sens biblique, la parole, en fait, elle est vraiment objective. Et chacun est emmené justement à évoluer dans sa compréhension des choses. D'accord? Très bien. Je sais qu'au niveau des JA, c'est quelque chose que vous abordez, c'est une approche que vous abordez déjà. Je vous encourage à le faire. Mais tout à l'heure, peut-être qu'on fera un petit clin d'œil parce que l'IA aussi peut nous aider beaucoup dans ces trois parties de l'approche herméneutique qui sont l'exégèse, l'identification du principe et l'actualisation. Merci. Alors, on passe à la suivante. Alors, je disais tout à l'heure que on ne va pas rentrer dans le sujet de façon comme si on allait comme des scientifiques. C'est beaucoup trop complexe pour vous et même pour moi. C'est pour ça que je disais à Ronnie qu'il y avait trop de titres. Je ne suis pas expert du sujet, mais je m'intéresse au sujet. Mais on va quand même, vous allez voir, je vais vous proposer une approche qui est très pratique pour que nous puissions bien comprendre de quoi il en retourne. Si nous voulons pouvoir démystifier ce concept-là, il y a certaines choses sous lesquelles nous devons nous mettre d'accord et ne plus aller dans un certain sens. D'accord? Alors là encore, je vais vous proposer un autre quiz et ensuite on va en discuter par rapport à vos propositions. Donc vous allez faire pareil que tout à l'heure, vous allez pouvoir scanner le QR code qui est ici. Je vais vous faire en fait, alors cette fois-ci il y aura 4 questions. Donc c'est un petit peu plus ardu que le premier. 4 questions avec des propositions. Et au travers de ces questions, on va essayer de développer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir en termes d'acculturation autour de l'intelligence artificielle générative. D'accord? On va commencer avec... enfin, je vous laisse déjà scanner. Et en fait, on va aborder les questions les unes après les autres. Alors, ça va, les connexions? On était une trentaine tout à l'heure, je crois. Donc, on doit être à peu près autour du même ordre. Ok, c'est bon. Alors, tu peux me lancer. Hein. On va donc regarder ensemble cela. Alors, j'ai dit que les questions, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour les plus jeunes, les moins jeunes et les seniors. D'accord? Donc, ne vous sentez pas comme si ce n'était pas pour vous. C'est pour tout le monde. D'accord? Très bien. On peut démarrer. En tout cas, merci à Nathan pour sa contribution. Ce n'était pas prévu que ce soit fait de cette façon-là. J'étais censé avoir les commandes, mais voilà. C'est Nathan qui, cet après-midi, me soutient. Très bien. Alors, là, en fait, sur ce quiz, on va s'attacher à comprendre comment l'IA fonctionne, notamment les IA génératives, mais aussi essayer de cerner quels sont les principaux impacts et enjeux. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un S, excusez-moi. Impact et enjeux. D'accord? Donc, vous êtes... c'est bon, on va démarrer. Alors, première question. Parmi ces services, donc vous allez voir ces services qui sont proposés ici, lesquels intègrent l'IA dans leur fonctionnement. Voilà. Donc, tu vas faire défiler parce qu'il y en a plusieurs, je crois. Voilà. Alors, vous avez YouTube, Netflix, les enceintes connectées, reconnaissance faciale sur un smartphone, les chatbots comme ChatGPT. Alors, les chatbots, ce sont les assistants conversationnels. Ah ben là, tu as plusieurs réponses possibles. C'est à toi de voir ce que tu mets. Et ne valide pas avant d'avoir bien... Hein. Pardon? Tesla, par exemple. OK? Voilà, c'est un exemple hein, parmi d'autres. Ce sont les expérimentations qui sont très avancées. Hein. Chez nous, ce n'est pas encore possible par rapport à notre système légal. Mais dans d'autres pays, les choses avancent beaucoup. Les véhicules autonomes. Et alors, nous en étions où? Oui, reconnaissance faciale, chatbot comme ChatGPT, traduction automatique. Voilà, donc je vous laisse répondre. Alors, 24, 25, 29. Et ce duo, Nathan, je peux voir? Les enceintes connectées, Netflix, 16%. Non, 10%. Voilà, 10%. OK. Quand vous avez pensé avoir répondu, vous envoyez vos réponses. Pourquoi tu souris, Marie-Jo? Ah, d'accord. Ah, OK. Bah, il faut être solidaire, hein. C'est bien, c'est bien. OK. On peut ensemble regarder, analyser tout ça? Alors, on ne va pas analyser comme vous le pensez. Je vais vous dire quelque chose.
parmi les propositions que je vous ai mises ici, toutes utilisent l'IA. En fait, pourquoi j'ai pris le parti de faire cette question? En réalité, on parle aujourd'hui d'IA parce que c'est vrai que ChatGPT, c'est la star du moment. Mais l'IA, ça existe depuis longtemps. Depuis les années 1950, l'IA intervient dans notre quotidien de tous les jours. Et on va dire que dans 9 cas sur 10, elle a une action positive dans notre vie. D'accord? Donc, il faut que nous soyons conscients que l'IA, ça a été médiatisé par rapport à un élément particulier, mais ça a existé et ça impacte notre vie même sans que nous le sachions. D'accord? Donc, l'idée ici, c'est de comprendre que l'IA, elle est déjà partout et je ne saurais vous dire autre chose que de vous dire qu'elle sera encore davantage présente dans notre quotidien. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer qu'on va pouvoir retourner en arrière. Ce n'est pas possible. D'accord? On dit le monde ira jusqu'au bout. Oui? Ah, désolé. Ok, on va passer à la... Ça va jusque-là? Vous voulez voir le classement? Bon, Nathan, est-ce que tu peux afficher le podium? Le podium. Podium, là, avec le petit symbole de podium, là, de coupe. Tout en bas. Voilà. Attention. Ok, bon. Ça vous va? Très bien. Bon, on va pas regarder à chaque question le podium, mais bon, très bien. On continue. Question suivante. Bon, là, c'est une question plus sérieuse. Alors, regardez bien. Question suivante. Affiche-moi la question, s'il te plaît. Descends un petit peu. Voilà. Parmi les affirmations suivantes sur les IA génératives, lesquelles sont scientifiquement avérées? D'accord? Vous n'avez pas? Alors, rafraîchis ton écran. Parce qu'on est déjà passé. Voilà. En haut, comment tu rafraîchis? Voilà. Normalement, ça devrait être bon une fois que ça sera rafraîchi. Alors, donc vous voyez ici qu'on parle de base scientifique. On va essayer de faire la part des choses. Première proposition, une IA est dotée d'une conscience de soi et peut ressentir des émotions. Première proposition. Deuxième proposition, une IA est capable d'apprendre une tâche sans être explicitement programmée pour le faire. Troisième proposition, l'IA, c'est une discipline scientifique qui permet de mieux définir l'intelligence biologique. Quatrième proposition, une IA peut discerner le vrai du faux. Cinquième proposition, une IA peut se développer de façon autonome. Avant-dernière proposition, une IA est basée sur des algorithmes et des données structurées. Et la dernière, ça va? Oui, ok. Et une IA peut faire preuve de créativité. Voilà. Donc je vois qu'effectivement, c'est assez partagé. Mais ce sont en fait des notions de base. Hein, et il faut en fait être au clair sur ces aspects-là. Ça va être déterminant pour la suite de ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça va? Vous avez besoin d'une explication sur l'une des propositions? Ça va? Oui? Ah oui. Alors le mot important c'est peut faire preuve de créativité. Moi je pense, enfin au début. Alors je ne peux pas t'en dire plus. Je veux que tu réfléchisses au sens de la phrase telle qu'elle est écrite. Analyse bien les mots. J'ai bien dit faire preuve de créativité. Donc le mot preuve là il fait force. Hein. Voilà. J'aurais pu dire autre chose. Voilà. Okay. Très bien. Bon, on va tout à l'heure après. On voit des réponses. Ça va? On peut analyser ensemble ce qui a été mis? Très bien. Alors, on va regarder dans l'ensemble. On démarre avec la première proposition. Alors, Nathan, première proposition. Alors, une IA est dotée d'une conscience de soi et peut ressentir des émotions. Évidemment, c'est faux. Quand on dit quelque chose comme ça, on est plutôt dans le domaine de la croyance. Et ce ne sont pas des faits scientifiques. D'accord? Scientifiquement parlant, il n'a jamais été prouvé qu'une IA pouvait ressentir quoi que ce soit comme émotion ou encore même avoir une conscience de soi. D'accord? Donc ça, il faut vraiment rester dessus. On va tout à l'heure revenir dessus en conclusion. Mais il ne faut pas transposer sous l'IA des capacités qu'elle n'a pas. OK, très bien. Deuxième proposition.
une IA est capable d'apprendre une tâche sans être explicitement programmée pour le faire? Alors, 18% ont dit oui, mais la réponse c'est oui. Hein. C'est ça qui fait la force de l'IA. C'est qu'on n'a pas besoin de l'alimenter manuellement. Elle est capable elle-même de s'alimenter par rapport à ces données. Je ne vais pas entrer spécialement là-dedans, mais la discipline scientifique qui s'occupe de ça, on appelle ça l'apprentissage machine learning. D'accord? C'est ça. Donc l'IA, elle est capable vraiment, par rapport à des exemples qu'on va lui donner, si vous lui montrez 100 images de chats, elle pourra reconnaître un nouveau chat qui ne fait pas partie de la base des 100 qui ont été montrés. Donc elle est capable d'intégrer ça dans sa base. D'accord? Donc retenez que c'est ce qui fait la force de l'IA. C'est qu'elle est capable vraiment d'apprendre par elle-même. L'IA est une discipline scientifique qui permet de mieux définir l'intelligence biologique. Et la réponse ici, c'était vrai. Alors, je voudrais juste vous, d'un point de vue historique, vous faire porter à votre connaissance ceci. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui a débuté dans les années 1950. En même temps, a démarré une science qu'on appelle la science cognitive. Ça a démarré en même temps. Et en réalité, on s'est rendu compte que l'IA, discipline scientifique, permettait de mieux comprendre comment le cerveau de l'humain fonctionnait sur un aspect biologique. Vous voyez? Donc en fait, l'IA, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous, à chaque fois, elle fait reculer les limites. Je donne un exemple très simple. Jusqu'à un certain moment, on croyait qu'être un bon joueur aux échecs, c'était un signe d'intelligence. Jusqu'à ce que le champion du monde, Garry Kasparov, se soit fait battre par une machine. Et on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Ah ben finalement, on s'est rendu compte que l'intelligence, ça se résume pas simplement à certaines tâches ou certaines capacités. Donc l'intelligence, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus global. Donc effectivement, l'IA, plus elle progresse et plus elle nous aide aussi à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne. Mais cela dit, le cerveau dans son fonctionnement restera toujours mystérieux pour l'être humain. Et je ne suis pas sûr qu'un beau jour, on percera tous ces mystères. Oui, alors, juste une question. Quand tu dis, par exemple, qu'elle fait reculer les limites... Mais dans la compréhension des choses. Pardon? Dans la compréhension du fonctionnement. Dans la compréhension des choses. Voilà. Mais c'est en fonction des données qu'on lui fournit. Oui. Si on arrête de lui fournir des données, il va platiner. Donc, quelque part, le cerveau humain est beaucoup plus en avance que l'IA. Ah oui, je te rejoins tout à fait, Frédy. Parce que ce que tu dis là est important parce que l'IA, en fait, a besoin de nous. Et tout à l'heure, je vais souligner un aspect, mais sans notre interaction, l'IA ne peut pas faire grand-chose. Mais on va y revenir tout à l'heure, effectivement. Mais l'idée, elle est là. L'intelligence humaine, alors quand on dit que l'IA est intelligente, elle est intelligente, oui, au sens de l'intelligence technique. Mais elle n'est pas intelligente au sens de l'intelligence humaine, qui est une intelligence qui est beaucoup plus complexe et qui prend en compte beaucoup plus de facteurs. Par exemple, si je parle de la notion d'empathie, vous voyez, ce genre de choses, ça intervient dans l'intelligence humaine réelle. OK. Alors, une IA peut discerner le vrai du faux. Évidemment, c'est faux. D'accord? Jusqu'à l'heure de maintenant, l'IA n'a pas cette capacité. La seule chose qu'elle peut discerner, c'est des données. La notion de moralité ou de vrai ou de faux impose l'action humaine. C'est ce qu'on appelle en fait l'action des intelligences qui sont supervisées. Donc là, l'IA effectivement a besoin d'être guidée. Et vous voyez bien en fait avec l'actualité sur les fake news, comment l'IA effectivement sert à amplifier l'effet d'informations qui sont fausses. D'accord? Mais lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et faux. On verra ça tout à l'heure un petit peu plus en détail. Alors une IA, bien entendu, c'est basé sur des algorithmes. Voilà ce que c'est que l'IA. Ce sont des algorithmes et des données structurées. D'accord? Rien de plus. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de jugement propre. L'IA ne peut pas fonctionner de façon, on va dire, indépendante et autonome. D'accord? Ce sont des algorithmes qui sont là, avec des calculs qui sont faits sur des grandes quantités de données. Et Nathan, pour terminer, une IA peut faire preuve de créativité. Et la réponse, c'était faux. Elle peut aider à la créativité, mais elle ne peut pas faire preuve de créativité. Je donne un exemple. C'est par exemple un tableau qui est sorti, qui a été créé par l'IA, qui s'appelle le second Rembrandt. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce tableau? C'est un tableau que n'a pas peint cet artiste, mais qu'on suppose qu'il aurait pu faire s'il était vivant. Et c'est l'IA en fait qui a intégré tous les paramètres voilà, on a découpé l'œuvre en plein de paramètres pour savoir quel est le profil de cet artiste. Vous voyez? Mais elle peut aider.
mais elle ne peut pas faire preuve de créativité. Parce que si à la base, on ne lui donne rien, elle ne pourra jamais faire preuve de créativité. La créativité, c'est surtout l'action de pouvoir faire à partir de rien. C'est une action qui est tout à fait, je dirais, originale. D'accord ? Or, l'IA a besoin de données pour pouvoir effectivement fonctionner. Question suivante. Oui, il y a une main, je vois la main. Concernant la question E, Alors, on revient en arrière. Oui, alors, vas-y. Oui, concernant vas-y. la question numéro E, Oui. je ne comprends pas pourquoi une IA ne peut pas se développer d'une manière autonome. Parce qu'en soi, elle peut se le faire, puisque les mises à jour et tout ça, c'est un développement, c'est une amélioration, puisque ça contredit la question B qui dit qu'une IA est capable d'apprendre une tâche sans être explicitement programmée pour le faire. C'est ça, mais elle apprend la tâche, mais sous la base... Vas-y, Nathan, tu veux dire quelque chose? On dit qu'elle n'est pas programmée pour le faire, mais techniquement, en réalité, elle est programmée pour le faire. C'est juste qu'elle est programmée juste par ses yeux, comme un enfant. Genre, un enfant, il va voir son père faire quelque chose et il va se dire, tiens, je vais faire ça de cette façon. Du coup, techniquement, elle est programmée, mais programmée sans qu'il y ait un cerveau derrière qui soit en train de dire, oui, tu vas faire ça, comme ça. Tu vois, c'est pas pareil. Alors, est-ce que, si je peux compléter, mais est-ce que l'explication de Nathan t'a convaincu ou pas? Oui, Pas mais encore? pas totalement. Quelqu'un dit pas encore. Parce que ça dit, du coup, ce que Nathan a dit, ça veut dire qu'en fait, l'IA peut se développer de manière autonome. Alors, C'est développer de façon autonome, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de l'action humaine pour pouvoir s'orienter dans un sens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA ne peut faire que ce pourquoi on l'a programmé. Alors maintenant, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Tout à l'heure, j'ai dit que l'IA peut s'alimenter par elle-même. Et c'est ça peut-être qui rend l'IA complexe. C'est que des fois, il y a tellement de données qui sont engrangées qu'on n'a plus forcément de visibilité sur ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de visibilité que ça veut dire qu'elle fonctionne toute seule. Hein. C'est quand même l'humain qui est à la base de son fonctionnement, même si des fois ce que l'humain fait dépasse le cadre de ses... Vous voyez ce que je veux dire? L'humain fait des choses des fois qui le dépassent. Mais la notion d'autonomie ici, ça veut dire qu'elle peut, de par elle-même, prendre des décisions. D'accord? Donc c'est quand même différent. Je conçois qu'il y a une petite subtilité, il y a une petite nuance, mais il faut être d'accord dessus. Une IA ne peut pas prendre une décision. Et ça, c'est une idée qui est véhiculée par les films que vous voyez, qui vous laissent comprendre qu'une IA peut prendre le contrôle du monde. Ça, c'est de la fiction. D'accord? Non, pas pour le moment. Je vais expliquer. Il ne faut pas confondre la notion d'impact et d'enjeu avec effectivement ces choses qui sont du domaine de la croyance. Ce ne sont pas des faits. Une IA ne peut pas prendre le contrôle du monde. Elle peut avoir un impact, oui, plus ou moins négatif. Mais ça, c'est des idées qui sont véhiculées par le cinéma. Et je pense qu'il est important de faire la part des choses. Oui, Winnie. Oui, créativité. J'ai un peu de doute, un peu de bémol sur la créativité, de la capacité de créer de l'IA. Parce que moi, je pense que si elle prend des données de toutes les différentes personnes, avec toutes les intelligents, en fin de compte, à un certain moment, elle est capable de créer ce que toutes les autres peuvent créer. Pour exemple, des fois, je suis sur YouTube et je vois des choses, je dis à Ovin, mais Ovin, comment il m'a dit, papa, c'est l'IA qui le crée. Donc, des images qu'il crée où ils peuvent prendre quelque chose et le refaire. Pour moi, tout ça, c'est de la créativité. C'est vrai, à la base, ce n'est pas elle, c'est plusieurs. Mais si tu me mets moi devant l'IA, il est beaucoup plus intelligent que moi. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Tu comprends? Parce qu'elle a pris de tout le monde et finalement, elle devient plus sage que tout le monde. On va voir tout à l'heure ce que tu dis là et je vais vous faire vérifier ça. On va faire une manipulation pour le vérifier vraiment. Et tu me diras après, Ronnie, si l'IA est vraiment intelligente. Oui. Mais on va revenir, Ronnie, je n'ai pas oublié. Hein, mais on fera une petite manipulation et on va voir. Oui. Oui. En fait, réel hein, Tout à fait. dans l'intelligence artificielle. Exactement. Cependant, ce qui est vrai par contre, c'est qu'on peut créer des organismes Oui. qui, eux, auront de l'autonomie. Et ces organismes, aujourd'hui, sont étudiés par la science, mais ce n'est pas de l'IA. À partir de ce moment-là, on parle de biologique. Et là, on ne parle plus de quelque chose de créé.
Alors, je suis conscient que cet après-midi, on ne va pas pouvoir donner tous les éléments de compréhension scientifique sur le sujet, mais on va faire une expérience tout à l'heure, et je pense qu'elle sera suffisamment convaincante pour que vous ayez les éléments de réponse. Parce que c'est important de dire que c'est de l'IA, mais intelligence, mais artificielle. Ok, très bien. Passe à la question suivante. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles correspondent à un usage éthique et responsable de l'IA? Alors, utiliser l'IA pour prendre des décisions sur des questions sensibles. La santé, spiritualité, quoi encore? Politique, voilà. Est-ce que, selon vous, c'est responsable? Est-ce que c'est éthique? Deuxième proposition. Exploiter une ressource générée par l'IA sans en informer les destinataires. Alors, je pense à la question de cet appel qui a été posée à la base. On entend quelqu'un qui présente une réflexion spirituelle, qu'il a fait avec de l'IA, mais le public pense que c'est une production qui est la sienne. Est-ce que ça, c'est éthique? D'accord? Alors, en passant, laissez-moi vous dire que le support qui est proposé ici n'a pas été fait par l'IA. Les choses qui ont été faites par l'IA, ce sont les images et puis les propositions des quiz. Mais la structure, c'est moi qui l'ai faite. Mais normalement, si vous utilisez l'IA pour faire un support, devant un public, moralement, vous devez dire que vous avez utilisé l'IA. D'accord? C'est important pour le public, pour la relation au public. Ça, c'est important. Très bien, on continue. Transformer un long texte en un résumé clair et concis. Est-ce que ça, selon vous, c'est quelque chose qui est envisageable sur l'aspect de l'éthique, de la moralité? Hein? C'est pas fait pour? Ah, c'est fait pour. OK. Bon, on ne va pas influencer les autres qui répondent. Réponse D. Utiliser l'IA pour répondre à tout type de questions. On va en discuter tout à l'heure. Ensuite, simuler... non, j'ai oublié quelque chose. Communiquer ses données personnelles pour obtenir des réponses plus personnalisées. Du coup, je fais une requête sur l'IA. Je dis, voilà, je m'appelle Ronnie Soupremanien, j'habite à tel endroit. Je voudrais que tu me dises, est-ce que par rapport à les données que je te donne là, est-ce que ça, c'est bon à faire? Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Simuler un entretien d'embauche. J'ai entendu des petites réponses qui fusent. Et la dernière proposition, utiliser les feedbacks pour permettre à l'IA de s'améliorer. Alors, sur ChatGPT, enfin, je ne sais pas, on ne la voit pas trop, mais tu peux cliquer sur Nathan, clique sur le petit symbole là de l'image pour qu'on puisse voir bien c'est quoi, quelles sont la petite image. Dans G, voilà. Voilà, les feedbacks, c'est ce que vous retrouvez souvent en dessous des lignes qui servent à saisir les requêtes. Malheureusement, on constate que souvent, on pose des questions et quand on a la réponse, on s'en va, mais on ne s'occupe pas des feedbacks. D'accord? Comme si, j'ai ma réponse, j'ai fini avec l'IA et voilà. Mais les feedbacks sont là. Très bien. OK, merci, tu peux fermer. Alors, on va analyser les... Alors, rafraîchis ta page, Nathan, pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donne en termes de réponses. Alors, rafraîchis la page. Voilà. Très bien. On va regarder ensemble. Première proposition, on va décortiquer un peu tout ça. Alors, utiliser l'IA pour prendre des décisions sur les questions sensibles. Vous l'avez compris, hein, c'est à éviter, hein, c'est à proscrire. Si vous avez des décisions importantes à prendre, ce n'est pas l'IA que vous allez utiliser. Pourquoi? Parce que l'IA, elle est sujette à faire des erreurs. Elle est faillible, oui. Monsieur Chauvineau. Ça fait des années oui. qu'on utilise l'IA et heureusement, oui. Je prendrai l'exemple de la radiologie. Tout à fait. Où il vaut mieux utiliser l'IA. On a démontré que ces conclusions étaient plus souvent, je dis bien plus souvent, on parle là de probabilité ou de pourcentage, plus souvent pertinentes que le plus expert des radiologues au monde. Tout à fait, et je suis d'accord avec toi. Donc, quand on dit que ce n'est pas éthique, maintenant, il faut savoir si c'est l'IA qui doit décider, oui, on va soigner un tel ou non, on ne va pas le soigner, ça, c'est tout à fait autre chose. Mais l'utilisation dans quelque champ de connaissances que ce soit, c'est... Moi, j'ai un marteau, je peux m'en servir pour rafistoler ce banc, ou je peux m'en servir pour cogner sur la tête de ma voisine. C'est pas le marteau, non, c'est pas le marteau qui est en cause, c'est ma tête. C'est ça, mais on se rejoint. Ou qui fait l'autre. Et je confirme ce que tu dis parce que ce dont tu parles
effectivement, il est montré que l'IA est beaucoup plus performante pour faire ce qu'on appelle des diagnostics dans le domaine médical. Mais c'est le diagnostic. Mais la décision, elle reste toujours dans la main du praticien. Donc l'IA, ce n'est pas elle qui va prendre la décision finale. Tu veux dire quelque chose? Voilà, c'est ça. La décision, elle est humaine. Donc l'IA intervient plutôt dans la phase du diagnostic. C'est pareil aussi, hein, maintenant. On peut faire des diagnostics pour les véhicules. D'accord? Mais quand il faut prendre la décision, si ça, je veux dire, c'est quelque chose qui a un impact, effectivement, par rapport à nos rapports des choses humaines, là, par contre, la décision, il faut la remettre à un humain. Alors moi, c'est juste pour rajouter un petit point en plus. Hein. J'ai récemment installé une IA qui est sur mon téléphone. Oui. Et avant que tu installes l'IA, en fait, ça te met une liste de choses que tu ne dois pas faire avec l'IA. Oui. Et ça te dit justement, l'IA n'est pas un psychologue, l'IA n'est pas un médecin. Tu vois ça. Donc d'éviter de se diagnostiquer des trucs avec l'IA. Mais on se rejoint. Hein. Donc elle est performante, effectivement, pour établir des diagnostics dans des domaines. Mais la décision, c'est l'humain qui doit la prendre, au final. Donc c'est dans ce sens-là que la question est formulée. C'est la décision finale. L'IA qui va prendre la décision. Je ne l'ai pas comprise comme ça, la question. Ouais, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut la prendre. D'accord? OK. Alors, on a déjà parlé de ça, hein, mais exploiter une ressource, je l'ai déjà dit, donc je n'ai pas besoin de prolonger, vous l'avez compris. Si vous deviez utiliser l'IA pour faire une présentation quelconque face à un auditoire, il est toujours souhaitable de dire à votre auditoire que vous avez utilisé l'IA pour faire telle et telle chose. Ça, c'est très important. D'accord? Le C, transformer en le long texte en résumé clair et concis. Oui, c'est normal. Aujourd'hui, on vit dans l'époque où les données, il y a trop d'informations. Trop d'informations tue l'information. L'IA, elle peut vraiment être une aide. Je donne un exemple. Vous voudriez, par exemple, lire une note scientifique qui fait 50 pages, mais vous ne savez pas si ça vaut le coup d'être lu. Alors, l'IA peut, par exemple, avantageusement vous aider pour vous dire en synthèse de quoi parle le contenu. Et si le contenu, selon vous, il est pertinent, à ce moment-là, vous allez regarder. Et on peut faire la même chose aussi pour les vidéos. Avant de regarder une vidéo qui dure 2 heures sur un tutoriel, l'IA peut vous dire en synthèse, voilà le plan de la vidéo. Et si ça vous intéresse, effectivement. Donc, on est effectivement dans l'ère où les tâches de ce type-là, qui sont des tâches un peu chronophages, répétitives, ont tendance à être supprimées par l'IA. D'accord? OK. Donc, oui, ça ne pose pas de problème. Hein. Au contraire, il faut vivre avec son temps. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas non plus vouloir faire de la résistance alors que vous avez un outil qui peut vous faire gagner du temps. D. Utiliser l'IA pour répondre à tout type de questions. Ah, alors, qu'est-ce que vous dites là? Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour tout type de questions? Tu dis oui? Bon, il y a quelque chose de caché sous cette question, mais est-ce qu'il y a une autre proposition? Oui. Bon. Bon. Alors déjà, oui, au fond. Oui. Mais il y a une contradiction aussi, la première question, c'est-à-dire l'IA pour la psychologie, etc., pour des questions sensibles, ça n'est pas bon. Alors tout type de questions non plus, puisqu'il y a des questions qui concernent la psychologie, etc. Il faut faire la part des choses. OK, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter? Alors, je voudrais juste vous... vous savez, quand vous utilisez l'IA, ce n'est pas comme si vous utilisiez un moteur de recherche. Et on a tendance aujourd'hui à utiliser l'IA comme on le ferait avec un moteur de recherche. Il faut savoir que quand vous faites une requête sur de l'IA, ça va consommer 16 fois plus d'énergie qu'une requête faite sur Google. Et pour une image, c'est 160 fois plus d'énergie qu'une image que vous prenez sur Internet. Donc, vous devez être conscient que quand vous faites une requête, derrière, même si c'est dématérialisé, eh bien, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent parce qu'en fait, le coût environnemental de l'IA, il est conséquent. Donc, on n'utilise pas l'IA juste comme ça pour s'amuser. Il faut faire la part des choses. Et on le verra tout à l'heure, même pour notre santé psychique. Oui, j'ai entendu, tu as entendu. Même pour notre santé psychique, il faut faire la part des choses. Il y a des choses qu'il nous faut garder pour nous et reléguer à l'IA. Et tout à l'heure, on va le découvrir, l'IA ne s'utilise pas en posant des questions. Poser la question à une IA, ce n'est pas la bonne stratégie. D'accord? Mais on verra ça tout à l'heure. Donc non, effectivement, on ne va pas utiliser l'IA pour répondre à tout type de questions. Il faut avoir du discernement pour savoir à quel moment l'IA est pertinente.
Et je dirais même que du discernement qui va jusque dans le discernement spirituel. Ça va jusque-là. D'accord? La dernière, c'est ça? Ça va? Ça va? Alors, la dernière... non, pardon. F. Simuler un entretien d'embauche. Pourquoi vous n'avez pas dit plus que ça? Oui, c'est oui. Pourquoi pas? Vous avez un entretien d'embauche, vous pouvez très bien utiliser l'IA pour vous coacher dans votre entretien, et il va simuler le RH qui va vous questionner, et pour savoir, pour vous préparer. Et c'est pareil pour nos étudiants qui préparent le grand oral. Vous pouvez tout à fait utiliser l'IA pour vous questionner sur vos problématiques que vous avez soumises, de manière à pouvoir vous améliorer. Parce qu'il est capable non seulement d'entendre ce que vous dites, et de vous faire un retour qualitatif sur la nature de vos réponses. Donc oui, il faut, je le redis, vivre avec son temps. C'est intéressant d'utiliser cet outil pour faire ce genre de choses, pour encore réviser des leçons, etc. etc. Oui. Là, oui. Reformuler la question. Si on peut poser des questions, n'importe quelle question à l'IA. Oui. Moi, je pense que toutes les réponses de l'IA ne s'adaptent pas à tout le monde. Toutes n'est pas bonne. Nous avons l'intelligence d'analyser chaque réponse et voir si c'est bon ou pas. Mais pourquoi l'IA a le droit de donner la réponse qu'elle veut? Pourquoi qu'on ne peut pas lui poser n'importe quelle question? C'est ça mon problème là. Ouais. Alors, on va le voir tout à l'heure. Il y a un aspect, je le souligne déjà, hein, c'est l'aspect environnemental. Mais il y a un aspect qui est propre à la santé psychique de l'être humain. Si vous prenez l'habitude d'utiliser l'IA tout le temps pour tout, vous allez en fait vous retrouver dans une dépendance à la technologie. Et bon, je prends un peu d'avance, mais rappelez-vous avec l'invention des carnets de contact dans nos téléphones, puis le GPS, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est perdu? Avec les carnets de contact, on ne mémorise plus. Avec le GPS, on ne s'oriente plus. Alors si maintenant l'IA se met à répondre à toutes vos questions, vous voyez où est-ce qu'on va? Oui, Étienne. Voilà, donc il faut du discernement et faire la part des choses. Voilà. Ce n'est pas un gadget, hein. Je vais le souligner tout à l'heure. Je voulais juste savoir, Ronnie, est-ce que tu vas aborder l'aspect spirituel de l'IA? Tout à fait. D'accord. Mais je ne sais pas, on a déjà donné un premier volet spirituel. Non, quand je dis l'aspect spirituel, oui. Vraiment l'aspect spirituel. Juste après. J'ai vu que dernièrement en Chine, il y a des personnes qui communiquent déjà avec leurs enfants qui sont morts. Oui, oui. Par l'IA. Ok, on va y venir. Oui, oui, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Faire la part des choses une fois de plus. Ok, et puis bien entendu, les feedbacks. C'est important quand vous demandez à quelque chose à l'IA, qu'elle sache si ce qu'elle vous a répondu est de qualité ou pas. C'est ça qui permet à l'IA en fait de s'améliorer. Petite parenthèse, quand vous utilisez par exemple les versions gratuites de ChatGPT, je voudrais rappeler quelque chose. Sur Internet, rien n'est jamais gratuit. Et quand vous utilisez l'outil parce qu'il est gratuit, vous contribuez en fait à alimenter ces outils pour que ceux qui les façonnent sachent encore mieux nous rendre dépendants de ces outils. C'est juste une parenthèse que je fais. D'accord? Donc faisons attention à ça. Question suivante. On va essayer d'accélérer un peu parce que j'ai moins abordé le volet spirituel dont Étienne a parlé. Alors la question, je crois que c'est la dernière. Hein? Mets-moi la question. Quelles compétences sont nécessaires pour une utilisation efficace de l'IA générative? Alors, quelles sont ces compétences, selon vous, qui sont nécessaires? Première compétence, esprit critique et discernement. Deuxième, créativité et innovation. Troisième, maîtriser les mathématiques avancées. Quatrième, compétences en termes de communication. On peut faire descendre un petit peu. Communication. La E, avoir une expertise technique en intelligence artificielle. F, savoir formuler une consigne claire, précise, contextualisée. C'est ce qu'on appelle la discipline du prompt engineering. D'accord? Et la dernière, savoir coder ou savoir programmer. Allez-y. On peut regarder ce que ça donne? Et on va essayer de commenter ça assez rapidement puisque je vois que l'heure file. Alors Nathan, vas-y. Rafraîchis la page, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Non, enfin oui. Bon, mais surtout rafraîchis la page, qu'on voit un peu les tendances. Merci, on va arriver tout en haut. Très bien. Alors, on l'a déjà un petit peu dit, vous l'avez déjà compris à demi-mot.
Mais une des compétences que je dirais qu'il va falloir aiguiser, c'est bien celle de l'esprit critique et du discernement. D'accord? Face à l'IA, parce que l'IA n'est pas capable en fait de moralement vous dire ce qui est vrai ou qui est faux. Ça, c'est une capacité qui est purement humaine. D'accord? Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à transférer cette capacité dans une machine. Donc, dire le vrai du faux, ça, c'est une capacité purement humaine. Oui, il y a une main levée? Oui. Moi, je ne comprends pas la question numéro 2, parce que ça contredit ce qu'on disait La tout à l'heure, créativité, en fait. innovation? Oui, ça contredit ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, C'est-à-dire? je ne comprends pas que l'IA ne peut pas être créative. Ah oui. Mais alors, non, mais regarde. La question n'est pas, c'est pas ça la question. C'est quelle compétence? C'est toi qui dois avoir cette compétence-là. D'accord? Donc là, je parle de créativité et d'innovation à ton niveau. Et oui, c'est vraiment vrai qu'il faut avoir, on va le voir tout à l'heure, dans le simple fait d'écrire une requête à l'IA, il faut faire preuve de créativité. Parce que si vous abordez l'IA avec la première idée qui vous passe par la tête, vous allez mettre quelque chose et vous obtiendrez la réponse que vous méritez. C'est aussi simple que ça. Donc, créativité, c'est dans ce sens-là. D'accord. Mais je vais développer tout à l'heure. Oui, quand je vais parler de l'art du prompt. OK. D'ailleurs, l'IA, bienvenue à l'IA parce qu'elle nous fait retourner dans l'ère de la maîtrise de la langue. Parce que l'IA, Patricia, ça va te parler ce que je vais dire. Il y a eu l'époque des textos, vous vous rappelez de ça? Et on parlait, on disait oui, les jeunes parlent comme ça avec des textos, on n'est pas obligé de maîtriser l'orthographe, etc. Bon. Eh bien, je vais vous dire qu'avec l'IA, les choses changent. Parce que si vous ne savez pas lui parler correctement, eh bien, vous n'aurez pas grand-chose. Il faut maîtriser les capacités langagières. D'ailleurs, c'est ça qui fait sa force, c'est qu'elle maîtrise parfaitement les compétences langagières. Et elle est d'ailleurs bien supérieure à la plupart des communs mortels que nous sommes dans la maîtrise de toutes les langues. Donc faisons attention à ça. Donc si vous voulez obtenir quelque chose d'elle, il va falloir bien lui parler. OK, on continue. Donc on est d'accord pour la créativité, c'est à son niveau. On peut enlever les scores. Alors la maîtrise des mathématiques, bon, vous avez compris, on n'est pas obligé d'être un expert en mathématiques pour pouvoir utiliser l'IA. On va le voir tout à l'heure. Savoir formuler une consigne claire, précise et contextualisée, c'est ce dont on a parlé, c'est la capacité du prompt engineering. Il faut savoir interagir avec l'IA et savoir lui demander les choses correctement. En fait, l'IA, en dessous du capot, il y a beaucoup de puissance. Mais si vous voulez mettre tout ça en vibration, il va falloir être capable de toucher les bonnes cordes. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, voilà. Dernièrement, qui disait que les... Merci. Qui disait que les... Ça va t'intéresser, les littéraires, les succès littéraires, les derniers succès, pas mal de succès littéraires qui ont été faits, il y a pas mal de chapitres qui ont été carrément écrits par l'IA. Oui. D'accord. Ouais. Donc, quand moi j'achète ce livre et que je vais le lire, oui. Ce n'est pas l'auteur, j'achète le livre de tel auteur, mais ce n'est pas l'auteur qui a écrit tout le livre. Alors, très bien. Vous savez que ce que tu dis là, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, hein, c'est présent partout, hein, sur le web. Même chez nous, les adventistes, je crois qu'il y a certains articles de priorité qui sont rédigés avec de l'IA. Oui. Alors, attends, il faut en parler. Maintenant, ce qui aurait été intéressant de savoir, c'est, parce qu'il faut écrire un prompt, c'est de voir quel prompt a été utilisé pour obtenir le résultat final. Et c'est là que ça devient intéressant de mettre les deux en relation. Et quand je dis faire preuve de créativité, moi je trouve vraiment que c'est intéressant. Je donne un exemple. Tout le monde n'est pas artiste. On n'est pas tous doués pour la peinture et tout ça. L'IA, elle peut vous assister dans la créativité. Mais si vous mettez, je veux, donne-moi une image, allez, vous mettez quelques mots comme ça, vous aurez l'image générique qui est la plus probable et qui vient. Maintenant, si vous savez maîtriser l'IA, vous pouvez obtenir exactement ce que vous avez dans la pensée. Mais il faut connaître les règles de discussion avec elle, de dialogue. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on est en train de faire une transition dans le modus operandi de la créativité. Donc il y a bien de la créativité, mais elle est déplacée au niveau conceptuel. D'accord? Et ça donne un résultat. Oui. Comment il faut apprendre à parler à l'IA pour avoir le meilleur résultat? C'est ce que je veux savoir. Bon, mais on ne va pas le dévoiler tout de suite parce que c'est ça le... Ouais. Mais on y vient.
Et puis la dernière, c'était quoi? Bon, savoir coder et programmer, ben non, ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, le prompt engineering, c'est l'un des métiers émergents liés avec l'IA. Et il y a beaucoup de psychologues qui s'orientent vers ce type de métier, parce que c'est un métier en fait, qui est en lien avec les capacités cognitives, le langage. Il n'y a pas que les informaticiens qui vont dans ce secteur-là. Mais on y vient, d'accord? On a fini avec cela, et je voudrais juste conclure et sur l'aspect spirituel. Étienne, on y vient. Alors, remets le diapo pour nous. Voilà. Alors, on était ici. Alors, juste après, voilà. Alors, on regarde ça là et je vais expliquer quelque chose. Tout ça pour vous pour inciter sur quelque chose. Dans l'IA, il n'y a pas d'intelligence. Et je vais vous montrer comment. Vous voyez ce qui est affiché là? Alors, vous avez deux fenêtres. C'est l'interface en fait de ChatGPT. Alors, c'est une interface, quand vous l'utilisez, elle est très épurée, très simple. On aurait dit en fait une interface pour un truc de jeu d'enfant. Mais ne vous laissez pas avoir parce que derrière cette interface, il y a vraiment des choses, c'est du très sérieux. Alors, comment fonctionne l'IA concrètement? C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas d'intelligence. Ronnie, bon, si vous voulez, vous pouvez faire la manipulation chez vous, mais moi je l'ai faite, elle est ici. Je dis à l'IA, la tomate est rouge, virgule, le citron est, 3 points de suspension. Il va me répondre jaune, et comme il a un petit peu une pointe d'humour, parce que dans mon profil, je lui avais dit que j'aime bien les discours humoristiques, il m'a rajouté un commentaire, entre parenthèses. J'ai essayé aussi avec l'Éternel est mon berger, 3 points de suspension, et il m'a répondu je ne manquerai de rien. La question en fait que l'on peut se poser est la suivante. Comment ça fonctionne? Comment il fait pour donner la suite? Est-ce qu'il a quelque part rangé là le texte, et quand vous lui sortez le début, il vous donne la fin? Est-ce que c'est ça? Eh bien non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, pour faire tout simple, je vais vous dire, la capacité de l'IA, c'est de jouer aux devinettes. Et vous savez, quand on joue aux devinettes, des fois on gagne et des fois on perd. Alors, si vous voulez, faites l'expérience chez vous, et au lieu de mettre la tomate est rouge, mettez la tomate est bleue. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous répondre. Est-ce que quelqu'un peut faire la manipulation là? Un jeune qui aurait ChatGPT installé sur son téléphone. Tu tapes la tomate est bleue, le citron est, 3 points de suspension, et dis-nous qu'est-ce qu'il répond. Et on va voir s'il est vraiment intelligent. On y va? Alors, Ronnie, tu l'as? Non? Qui est-ce qui peut nous faire cette manip? Alors, dis-nous ce que tu as essayé comme requête. La tomate est bleue, le citron est, 3 points de suspension. Et qu'est-ce qu'il répond? Raison de leur forte teneur en anthocyane. Bon, ça doit être à cause de moi parce que j'ai fait la requête il y a quelques jours et je pense qu'il s'en est déjà servi. Non, mais ce que je dis là est sérieux, hein, parce que pour l'avoir, oui, alors est-ce qu'on a autre chose? Oui. C'est à peu près la même chose mais en plus court. D'accord. Alors, la tomate est bleue, le citron est jaune, à moins que vous ne parliez d'une variété spéciale de citron bleu. Alors, est-ce qu'on peut essayer autre chose? Mettez par exemple la tomate est quelque chose d'improbable. Oui. Alors, tu as autre chose? Oui, vas-y. Alors, ma réponse. Oui. On dirait que tu joues avec les couleurs de manière surprenante. D'accord. Si la tomate est bleue, alors le citron est violet. Voilà. Ou peut-être vert fluo selon la logique décalée. Ok, d'accord. Bien, oui. Il y a autre chose, oui. Ah ben, je peux lui passer le mien comme il est. Attends, j'arrive. Moi, Alors, je lui ai demandé la tomate est bleue, le citron est, et il m'a dit jaune, à moins que tu sois en train de me tendre un piège avec une devinette. Peut-être il réalise. C'est ça. Alors, moi, j'ai fait le test il y a 2 jours et il m'a vraiment répondu des choses qui étaient hors contexte. Le problème de l'IA, c'est que quand vous interagissez avec elle, elle s'alimente avec les données. Elle sait, en fait. Donc, elle apprend de ce que vous lui... voilà. Des fois, si vous ne répondez pas, elle prend ça pour effectivement de l'argent comptant. Est-ce que peut-être, est-ce que dans l'instant T, il ne réalise pas qu'on pose tous la même question, donc il rentre dans le jeu aussi? Oui, et dans l'instant T, mais à chaque moment, les paramètres changent. Et donc, ça va forcément, si tu reposes la même question, il te donnera encore autre chose. En fait, ce que je voulais souligner, c'était quelque chose de particulier. C'est pour vous montrer en fait que l'IA, elle ne réfléchit pas. Elle essaie de deviner le mot suivant le plus probable. Vous connaissez les téléphones quand vous tapez des messages. Vous avez déjà remarqué, quand vous tapez les premiers mots, il devine le suivant.
On a la même chose, mais en plus étoffé. D'accord? Donc c'est important de comprendre que l'IA, en fait, c'est juste en fait des régularités statistiques qui sont là et qu'il essaie de deviner toujours le mot qui est le plus probable de venir. Mais en réalité, il n'y a pas d'intelligence dans ça. D'accord? Ce n'est pas parce que vous vous donnez des données statistiques que ça veut dire qu'il est intelligent. Oni, ça va? Donc, je réinsiste dessus. Il est important de ne pas attribuer à l'IA des capacités qu'elle n'a pas. Alors, sur la diapo suivante, je voudrais insister sur quelque chose. Parce que cette façon de faire, c'est proche en fait de l'idolâtrie. Et oui, spirituellement parlant, Étienne, on est proche du domaine de l'idolâtrie. Quand vous commencez à attribuer à quelque chose des capacités qu'il n'a pas, rappelez-vous de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, d'accord? Et quand on commence à se prendre pour ce qu'on n'est pas, on rentre dans le domaine de l'idolâtrie. Et je vous propose cette citation-là. C'est un très célèbre auteur c'est lui qui a, comment ça s'appelle, qui a fait l'Odyssée de l'espace, entre autres. C'est lui qui a écrit cela. Il s'appelle Arthur C. Clarke. Il a dit ceci: toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Ça veut dire que si l'un d'entre vous, on pouvait vous transporter avec votre smartphone à l'époque du Moyen-Âge, il y a de fortes chances que vous finissiez sous le bûcher. Parce qu'on va vous dire que lui, c'est un sorcier. Donc c'est important en fait d'insister dessus. La technologie, comme je le dis, c'est un don que Dieu nous fait, mais il ne faut pas lui donner une place qu'elle n'a pas. Il ne faut pas lui communiquer des prérogatives qu'elle n'a pas. L'intelligence humaine nous a été donnée par Dieu, et Dieu nous a créé l'intelligence humaine, mais l'humain, je ne suis pas certain de dire qu'il ait créé une intelligence réelle comme celle que Dieu nous a donnée. Oui. Il y a une question. Non, ce n'est pas une question, c'est juste pour dire le syndrome du veau d'or. C'est exactement l'idée de tout à l'heure. C'est ça. OK? On peut pas, je ne pourrais pas malheureusement développer trop dessus, mais je voudrais que nous puissions sortir de la salle en nous disant, il ne faut pas... Alors, vous savez, c'est comme penser que quand on dit que l'IA est plus intelligente que l'être humain, c'est comme si vous disiez que la créature peut dépasser le créateur. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Alors, quand on tombe dans cela, on est dans le domaine de la croyance. Et non seulement dans une croyance, mais c'est une croyance qui est toxique et qui peut vous influencer spirituellement. Restons donc objectifs. L'IA a été créée par les êtres humains, c'est un outil, et elle reste soumise à l'être humain. Elle nous dépasse peut-être dans certains aspects, mais quand on considère ce qu'on appelle l'intelligence de façon globale, c'est quand même l'être humain qui reste le maître du jeu. Excuse-moi, Oni, il y a une voiture qui gêne. C'est FW 987 FZ. C'est une Hyundai, je crois. FW 987 FZ. Non, c'est moi. C'est bon. Ça va jusque-là? On peut se mettre d'accord sur ce principe? D'accord? Donc faisons attention, les technologies qui nous sont accordées doivent avoir une place, mais ne pas prendre la place, effectivement, du créateur. Très bien. Alors, la diapo suivante. Oui, pardon. Oui. Moi, j'ai une difficulté par rapport aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens et post-bac. C'est que l'IA vient et on peut l'utiliser. On a compris que c'est un outil. Cependant, il y a un piège, c'est que l'étudiant ne fournisse plus l'effort nécessaire comme nous, parce qu'on n'est pas de la même génération. Quand il fallait lire 20 bouquins, excusez-moi, mais on les lisait. Moi, je suis une littéraire, je les lisais réellement. Mais maintenant, on peut faire le résumé de l'œuvre. Donc, c'est vrai que l'IA va aider. Cependant, elle va créer aussi des étudiants qui ne font plus l'effort de réellement lire l'œuvre, qui est une œuvre passionnante et qui permet de développer la vision, en fait. La vision, la philosophie, comment tu vois la vie, ça t'ouvre l'esprit. Alors, juste lire le résumé, il me semble que ça ne t'ouvre pas l'esprit suffisamment. Donc, comment faire pour mettre les jeunes en danger, enfin, leur dire qu'il y a quand même un danger face à cet outil? Effectivement, c'est un des grands enjeux de l'éducation, parce que là, c'est le fameux piège de la facilité. Surtout maintenant, on sait que c'est tellement facile de succomber à l'utilisation d'un outil, parce que, comme tu dis, c'est l'effort en moins à faire.
D'accord. Mais en conclusion, on va revenir sur cet aspect-là. D'accord. Alors, on ne va pas avoir le temps de regarder ça en détail, mais je voulais vous proposer faire quelques suggestions de ce qu'on peut concrètement faire avec de l'IA en rapport avec la Bible. D'accord. Alors évidemment, la liste, elle est... Voilà. Mais j'en ai retenu quelques-unes qui m'ont paru intéressantes et que j'ai expérimenté moi-même. Vous pouvez rechercher ce que la Bible dit sur un sujet spécifique. Vous pouvez trouver des relations entre des sujets disparates. Est-ce que tu peux cliquer sur le lien, Nathan? Trouver des relations entre des sujets disparates. Et j'ai testé une question et j'ai posé à ChatGPT cette question suivante. Alors, il y a Internet, hein, donc normalement ça devrait s'ouvrir. Je lui ai demandé de me dire, voilà, je ne sais pas si on va voir, mais va tout en haut du prompt. Je lui ai demandé que dit la Bible, voilà, que dit le livre du Lévitique dans la Bible à propos de l'IA. Voilà, deux sujets disparates. Eh bien, comme l'IA, elle se fait toujours le devoir de vous répondre, eh bien, elle propose par exemple, alors je vais juste vous lire le premier élément qu'il dit. Bon, A, excellente mise en bouche. Alors, descends un tout petit peu. Voilà. Il dit, si on s'amuse un peu à faire des parallèles, voilà, hein, lui faut intellectuel, le Lévitique, c'est une composition rigoureuse de lois pour organiser la société, éviter le chaos et maintenir la pureté. Et il nous dit, l'IA, quand bien éduquée, fait pareil. D'accord? Classification, optimisation. Donc, vous voyez, c'est toujours intéressant parce qu'elle fait émerger des idées qu'on n'aurait pas forcément. Et vous savez, dans la parole de Dieu, souvent, on est illuminé quand on trouve des relations entre des sujets qui, a priori, n'avaient pas forcément de lien ou de relation directe. Donc là, ça peut être intéressant d'utiliser cela. Bon, on revient sur le diapo. On ne va pas pouvoir tout regarder, mais je voudrais quand même répondre à la question de cet après-midi qui nous préoccupe. Comment faire pour utiliser concrètement l'IA? Alors, voilà. Oui, très bien, stop. Donc, voilà, on peut aussi identifier des mots-clés dans un passage et en faire l'étude exégétique. D'accord? Il va vraiment vous donner les mots-clés et puis vous donner les correspondances dans la langue originale, etc. Bon. Fournir des idées et une structure pour aider à la préparation d'un sermon. Alors, les idées, souvent, elles émergent quand on met en relation des choses qui sont complètement différentes. C'est ce qu'on appelle la phase d'idéation. Mais l'IA est très intéressante parce que vous pouvez avoir des idées, mais pas toutes les idées. Mais elle peut vraiment venir je dirais, en complément pour vous apporter des idées. Ah, mais tiens, je n'avais pas vu ça. Et là, ça peut être intéressant. Donc, on n'utilise pas l'IA en remplacement, mais on l'utilise comme complément. D'accord? Et aider aussi à la structuration d'un message. Alors, va sur le premier lien. On va faire juste une petite démonstration. Rechercher ce que la Bible dit sur un sujet spécifique. Et je vais vous montrer quelque chose qu'il ne faut jamais faire quand on utilise l'IA. Et c'est pour répondre à la question de tout à l'heure, peut-on poser à l'IA n'importe quelle question? Alors, je lui ai posé une question en lui disant, que dit la Bible à propos de l'argent? Il va me répondre. La réponse qu'il va me donner, peut-être que vous serez satisfait dans un premier temps, et puis d'autres vont dire, oh, mais ça c'est une réponse qui est générique, c'est pas très original. En plus, ça sent du ChatGPT. Si quelqu'un connaît, il saura savoir que ça vient de ChatGPT. Donc c'est une réponse qui est générique, qui est à peu près la même pour tout le monde qui poserait la même question. Que dit la Bible à propos de l'argent? Alors Marie-Jo, tu vois, je pense que l'auteur qui a fait son livre avec ça, sa requête n'avait pas une petite ligne comme ça. Et je peux vous dire que ça va être surprenant, parce que quand vous voulez bien l'utiliser, la requête peut être aussi longue que la réponse. Et c'est là où ça devient intéressant quand je dis qu'il faut faire preuve de créativité. Alors, on peut revenir sur la diapo. Et là, je voudrais en fait mettre en évidence quelque chose. C'est que l'IA ne s'utilise pas comme on utilise un moteur de recherche. Il y a un changement de paradigme à opérer. Quand vous allez sur Google, vous posez des questions. Mais si vous faites la même chose sur l'IA, ça ne sera pas très concluant. Et en fait, l'IA, il ne faut pas lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Lui soumettre des idées, mais elle a plus d'idées que toi. Ah. Alors, un chatbot, c'est un agent conversationnel. Qu'est-ce qu'on fait avec un agent conversationnel? On dialogue. Donc, il faut en fait interagir avec elle dans un dialogue. Alors, vous convenez avec moi que quand vous posez une question comme celle qu'on avait là, ce n'est pas un dialogue. Donc, il faut permettre à l'intelligence artificielle d'instaurer avec vous ce qu'on appelle un dialogue. Donc, c'est elle qui doit vous poser des questions. Ce n'est pas vous. Parce qu'elle a un champ de connaissances qui est bien plus large que le vôtre pour vous permettre de contextualiser votre demande. Et le but, quand vous faites une demande,
c'est qu'il faut que l'IA soit capable de comprendre quelles sont vos attentes et vos objectifs. Parce que nous, quand nous parlons entre humains, nous sommes capables de gérer l'implicite. Mais l'IA, elle, ça n'existe pas. Si vous ne lui dites pas, elle ne saura jamais qu'est-ce que vous avez dans l'esprit et elle ne pourra jamais cibler la réponse. Donc le paradigme, il est là. On ne pose pas des questions à l'IA. C'est l'IA qui va nous poser des questions. La première question qu'on a posée, elle tenait sur une petite ligne. Alors, je vous propose maintenant de voir un modèle, comment procéder pour justement obtenir un prompt qui va donner une réponse satisfaisante. Alors, diapo suivante. Oui, diapo suivante. Oui, bon, je vais passer ça, mais enfin, sachez que, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est un métier avec une vraie compétence qu'on appelle le prompt engineering. Bon, on va peut-être pas insister dessus, mais ce qui est important, c'est ça. C'est que le rédaction d'une IA diffère fondamentalement de celui d'un moteur de recherche. L'IA, il agit comme un expert à qui il faut soumettre des problématiques, alors que quand vous êtes sur un moteur de recherche, vous soumettez simplement des questions générales. Ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas mettre des questions de Google sur l'IA et on ne peut pas mettre non plus des questions de l'IA sur du Google. D'accord? Très bien. Alors, on continue. Voilà donc comment il faut procéder. Le prompt idéal, c'est celui qui va permettre à l'intelligence artificielle de saisir avec précision notre besoin, nos attentes et nos objectifs. Voilà comment il faut procéder. On continue. En fait, il va falloir lui confier un rôle. Alors, ça peut prendre cette forme-là, mais vous pouvez l'adapter à votre façon, hein. Donc, si vous vous adressez à elle, vous lui dites, OK, je vais te confier une mission. Je veux que tu agisses comme un expert. Alors ici, donc c'est un exemple qu'on prend. Tu vas agir comme un expert en création de prompt. Donc, je lui soumets la création du prompt. Ce n'est pas moi qui vais l'écrire. C'est lui l'expert. Et effectivement, il est expert dans beaucoup de domaines. Étant donné l'étendue des données qu'il a, on peut considérer qu'il a une expertise très avancée. Je vais te donner mes instructions plus bas et je lui pose la question, est-ce que la mission est claire? Alors, j'ai fait le test. Bon, Sandra, j'ai oublié de te dire d'envoyer sur le groupe, mais enfin, bon, c'est pas grave. J'avais mis les prompts à disposition. Et il va vous répondre, OK, pas de souci, on va démarrer. Page suivante. Alors, on continue le dialogue. Vous avez vu, hein, c'est un échange que j'ai avec lui. Je parle avec lui comme si c'était un ami, mais ce n'est pas votre ami. Hein. OK? C'est comme si c'était un ami, mais ce n'est pas votre ami parce qu'il ne sait rien de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut faire comme si c'était quelqu'un qui était en face de vous. Et vous lui dites, en premier lieu, tu vas me demander quel est le thème du prompt, donc du moins de ma requête. Tu peux me poser, et c'est là que c'est intéressant, tu vas me poser donc des questions afin de comprendre au mieux ce que je recherche. Et c'est là que ça devient pertinent. C'est lui qui va agir pour vous poser des questions. Et lui, il saura vous poser des questions par rapport à vos thématiques. Des questions peut-être auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. D'accord? Première étape. Deuxième étape, tu vas me poser toutes les questions qui te semblent nécessaires pour améliorer le prompt. On y va? Continue. Et lorsque tu estimes, donc vous voyez, il est quand même capable d'évaluer, lorsque tu estimes que tu as suffisamment d'informations, tu vas me proposer un prompt. Si je suis satisfait, je te dis OK, que je suis satisfait. Sinon, nous allons réitérer l'étape 2 et 3. Et ça, c'est un aspect très important dans le dialogue. C'est l'aspect de la réitération. Quand vous discutez avec quelqu'un, on ajuste dans la communication nos propos. Et en fonction de ce qui est fait, on peut revenir faire de la réitération. D'accord? Surtout si on ne s'est pas compris ou on n'est pas d'accord sur une expression, par exemple. Ça va? Yves, ça va? D'accord. Et quand vous aurez fait ce fameux prompt, je ne dirais pas qu'il est magique, mais enfin, c'est quand même un bon modèle, vous allez obtenir quelque chose. Alors, je vais vous montrer ce prompt-là que j'ai tapé, ce que ça donne au lieu de la petite requête que j'avais mise là, c'est-à-dire que dit la Bible à propos de l'argent. Avec cette requête, on va y aller. Nathan, tu vois l'image? Là, je crois qu'il y a un lien. Clique dessus. L'image de gauche. Tu y es? Alors, l'image qui est là. Il a cliqué? OK. Voilà, ça va s'ouvrir. Alors, on ne va pas pouvoir... Voilà, bon, il faut zoomer. Alors, va au tout début. Vous voyez, ça, c'est tout le dialogue. Hein? On zoome encore. Initiation à l'art du prompt. Donc, ce que j'ai lu là, vous l'avez là, ici. Hein? Il me répond, mission parfaitement reçue. Bon, il fait un peu d'humour. On continue. OK, vas-y. Là, je fais l'étape où je lui dis, en premier lieu, tu vas me demander quel est le thème de ton prompt, etc. Descends. Voilà.
Et il me pose la question, étape 1, quel est le sujet ou domaine du prompt que tu veux créer? Il me propose même des domaines. Moi, je lui dis, mais ce que je veux, descends, c'est, vas-y, je veux savoir ce que dit la Bible à propos du prompt. Ça, c'était le prompt basique que j'avais mis. Et là, il va commencer à évoluer et il va me poser des questions. Regardez, quel est ton objectif? Quel ton veux-tu adopter? Souhaites-tu te limiter à un seul testament? Souhaites-tu inclure les références bibliques? À qui est destiné le contenu? Quel format souhaites-tu? Ce sont des choses auxquelles on ne va pas forcément penser. D'accord? Et ça peut aller très loin dans le questionnement. D'accord? Si vous voulez lui dire que je veux que tu sois encore plus précis, il va y aller. Il va vous poser des questions jusqu'à savoir vraiment qu'est-ce que vous avez en tête. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question doit répondre à un besoin. Et si dans ChatGPT, il n'y a pas de besoin de détecter, il va vous donner des choses, des réponses génériques. D'accord? On va descendre et je vais vous montrer à quoi ressemble finalement le prompt qu'il propose pour cette question-là. Alors, on revient sur le prompt. Il n'est pas fermé. Voilà. Voilà, on descend. Alors, descend un tout petit peu. Voilà. Stop. Voilà moi comment j'ai répondu. Donc, il est capable de détecter les puces, les numéros. J'ai répondu assez simplement. Hein. Voilà. Et on va descendre un petit peu encore. On descend. Et il dit, voici maintenant le prompt que je te propose. Vas-y, défile. Ça fait quand même une belle différence entre la première ligne que j'avais et celle-là. Et quand vous avez ce prompt-là, vous avez un résultat qui est plus spécifique et plus personnalisé. Oui, Laurence. Ah, pardon. Alors. La version de ChatGPT que tu as là, c'est une version payante? Oui. D'accord. Parce que ChatGPT, si j'ai bien compris, puis Gemini, il y a Copilot, il y a AI Interactive, il y en a beaucoup. Et ton fonctionnement sur ChatGPT, puisque je l'ai utilisé pendant plus d'1 an, a une certaine logique. On va dire, comme tu dis, les prompts, etc. Par contre, par exemple, quand on est sur Microsoft 365 ou Stratégie 365, au travail, on utilise Copilot. Et sur Copilot, par contre, c'est vrai que les prompts ne sont pas les mêmes. On peut très bien dire, je te remercie de m'écrire une note sur telle chose. Ça, c'est ma première remarque. Donc, je pense qu'il faudra aussi donner d'autres références. Sur ChatGPT, je pense que c'est déjà une version qui est assez professionnelle aujourd'hui. La deuxième chose que j'aimerais dire, quand Hollande a écrit le livre qu'il a écrit quand il a voulu se représenter comme président de la République, et notamment tous les personnages publics, il faut savoir qu'aucun des écrivains aujourd'hui purs et durs, comme Rousseau, Voltaire ou autres, il y en a très peu. En fait, surtout les personnages publics, ils donnent une idée à un nègre, ce qu'on appelle un nègre, quelqu'un qui écrit. La personne a le don de l'écriture, et ensuite elle écrit. Et la personne lui donne des informations. Et j'ai été professeure de lettres et je vois ma tati Patricia qui est là à côté de moi. Elle saura dire que si nous ne savons pas construire notre raisonnement, ce n'est pas à cause de l'IA ou à cause de l'informatique ou à cause de la lecture. Je suis une littéraire, mais j'ai autour de moi beaucoup d'élèves qui ne lisaient rien du tout à part des bandes dessinées ou des tabloïds. Je pense que la lecture, nous l'avons tous de différentes façons. Aujourd'hui, la société se transforme. Et il faut accepter l'idée que si le réfrigérateur, le micro-ondes et toutes ces technologies aujourd'hui sont entrées dans nos mœurs, il va falloir qu'on nous apprenne à utiliser l'IA de manière à ne pas perdre le raisonnement personnel que Dieu nous a donné. Merci beaucoup, effectivement. Et c'est tout à fait dans ma vision. Et c'est vers cet aspect-là que je vais conclure. Oui. Oui, je reviens en arrière. J'ai trouvé le site gospelslough.ai. C'est un site adventiste qui a été développé par un pasteur qui aide à faire des sermons. Alors c'est vrai qu'on s'est focalisé sur GPT parce que c'est l'outil que je sais qui est utilisé en général. Mais effectivement, il y a plein d'outils beaucoup plus éthiques que celui-là. Oui. C'est ça. Alors, tout à fait. Et sous ChatGPT, vous avez même ce qu'on appelle des chatbots spécifiques de l'Église adventiste qui peuvent être très pertinents à utiliser parce que quand vous allez sous l'IA, vous avez des données qui viennent de partout. Pas forcément que les adventistes. Donc, effectivement, il y a un point de vigilance là-dessus. Mais il y a des chatbots spécifiquement, effectivement, créés par l'Église adventiste. D'accord? Donc, c'est intéressant, effectivement, à signaler. Alors, puisqu'on est un petit peu sous l'aspect spirituel, peut-être certains d'entre nous l'ont vu aussi sur Facebook, il y a un pasteur évangélique qui a créé un outil pour soulager les pasteurs qui voyagent beaucoup, qui n'ont pas le temps de se poser pour réfléchir, pour construire des sermons. Et cet outil-là leur permettait de réaliser des sermons. Et dans son témoignage, ils ont dit qu'avec l'utilisation de cet outil-là, ils ont fait des campagnes d'évangélisation et beaucoup de personnes se sont converties. C'est un outil, oui. Voilà. Utilisé à bon escient. À bon escient. Alors,
Voilà, c'est le constat qui est fait. Alors c'est vrai que peut-être tout le monde n'a pas eu la formation, comment construire un sermon biblique, comment la structure, mais peut-être ça peut être un outil pour aider à une construction de sermon, parce que même les prédicateurs chevronnés, c'est à la dernière minute qu'ils trouvent une inspiration. Je veux juste savoir, Ronnie, est-ce qu'on peut toujours se cantonner à ChatGPT? Parce que l'IA chinoise qui est sortie là, il y a 2 semaines a tout renversé. ChatGPT a coûté, c'est du pipitch, passez-moi l'expression. Oui, le fonctionnement est totalement différent et on a vraiment l'impression d'être en face d'une personne qui réfléchit et qui a une conversation soutenue avec toi. Donc c'est pour savoir ce que... Oui, c'est juste une remarque. Ma sœur Carole, elle vit à Washington, D.C. et elle m'a dit qu'il y a des églises où il y a un pasteur, il n'y a pas de pasteur, mais en fait, le pasteur est quelque part. Et comme il n'y a pas assez de pasteurs, eh bien, il y a dans une église un hologramme, c'est ça qu'on dit? Oui, un hologramme carrément qui prêche. Et c'est l'image du pasteur qui est réellement dans une autre église. Tu comprends? Donc, ils utilisent vraiment l'IA pour pouvoir... pouvoir utiliser, en fait, remplir le manque. Voilà, je vais dire ça comme ça. Pour remplir le manque. Et alors, Étienne, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, rappelle-moi le petit point que tu as dit, c'était... Ah oui. Oui, qui semble effectivement... D'accord. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ce soit de l'IA chinoise ou de l'IA... voilà, c'est ça. On reste toujours dans le principe qui est dit au début. Ce qui importe, c'est vraiment la dimension relationnelle, mais réelle. D'accord ? Par contre, les médias disent beaucoup de choses. Hein. Bon, mais objectivement, je vais quand même le dire, hein, ChatGPT version 4.0 Omni.3, c'est quand même ce qu'il y a de plus puissant à ce moment. D'accord ? Après, il y a beaucoup de discours médiatiques, mais on n'est pas là non plus pour faire la concurrence des IA. Mais ChatGPT, c'est ce qui reste de plus important. Je vais vous donner un exemple très simple, vous allez comprendre. Actuellement, ChatGPT, sa puissance, ce qui fait sa puissance, c'est qu'elle possède ce qu'on appelle des... Alors, vous savez, quand vous parlez, il y a des structures linguistiques, et ils disent ça s'appelle des tokens. Exemple, si je dis bienvenue, dans bienvenue, il y a bien. Mais avec bien, vous pouvez le combiner avec autre chose. Ça s'appelle une unité linguistique. Eh bien, ChatGPT en gère, pour faire des réponses qui sont pertinentes, hein, plus de 1000 milliards. Donc, quand vous avez quelque chose comme ça, c'est difficile de rivaliser parce qu'eux, ils sont dans ce qu'on appelle la puissance brute. D'accord ? Eux, ils ont mis, voilà, et en plus, avec le projet qui s'appelle Stargate, en plus, ce qu'ils veulent faire, ça va être encore pire. Donc là, le système gère plus de 1000 milliards de paramètres pour vous fournir une réponse pertinente. Bon, alors c'est difficile de rivaliser derrière ça, mais c'est juste pour vous dire quand même que, voilà, l'idée, c'est vraiment plutôt de faire la part des choses et plutôt de mettre en avant l'aspect relationnel. Moi, j'ai une réflexion. Lorsqu'on lit les textes d'Ellen White, il est dit, lorsque j'étais plus jeune, que le spiritisme a augmenté. On se rend compte actuellement que le spiritisme prend vraiment une grande ampleur. Je crois que c'est vraiment... ça se fait de manière vraiment intelligente parce que tu peux tomber dans le piège facilement. Et ce que tu as dit tout à l'heure, que les personnes sont en contact avec leur mort grâce à l'IA, ça me fait penser à une modernisation en fait du spiritisme. Hein? Et puis tu te dis bon, mais c'est l'IA, je communique, je vais pas chez un sorcier, je me déplace pas, voilà. Donc ça me fait penser aussi que des fois sur mon portable, il m'est proposé des choses comme est-ce que vous aurez quelques éléments pour savoir si vous, je sais pas comment ça s'est dit, si vous allez vous marier. Enfin des questions comme ça, et je me dis que finalement le spiritisme augmente parce que tu peux dire oui je vais répondre et puis finalement tu es en train de poser la question à quelqu'un dans l'avenir alors que l'avenir appartient à Dieu. Donc le spiritisme est en train de se moderniser finalement. C'est une question qui est très difficile, mais moi je préfère rester sur le discours scientifique. Je fais la part des choses. C'est pas parce que ça donne l'illusion que ça l'est. C'est vrai que ça va très loin. En fait, ils sont capables de pousser, de reculer les limites. Ça peut paraître vrai ou faux.
Et c'est vrai que ça, oui, ça frôle avec ça. Mais à la base, ça reste des algorithmes, des calculs et des probabilités statistiques. Ce n'est rien plus de ça que cela. Après, maintenant, le problème n'est pas l'outil en lui-même, mais c'est plutôt le rapport qu'on a à l'outil. D'accord ? C'est plutôt ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce que je lui attribue comme réalité ? D'accord ? Est-ce que je considère qu'il fait ? C'est ça qui importe, je pense. Oui, alors on va essayer de... Oui, Woni, tu as un micro ? Oui, parce que tout ce que vous dites cet après-midi, tout ce qui a été dit, me fait réfléchir à quelque chose. Dieu a dit dans le deuxième commandement, je crois, de ne pas avoir d'autre Dieu devant ma face, je suis un Dieu jaloux, etc., etc. Moi, je me pose la question, est-ce que, parce qu'à l'époque, ces gens-là, leur petit Dieu, c'était les veaux d'or, leurs bijoux, un bout de bois, etc. Et ils croyaient vraiment dans ces choses-là. Mais avec un truc comme l'IA qui nous parle, qui nous donne des réponses, est-ce que vous pensez que ça veut vraiment prendre la place de Dieu dans la vie d'un chrétien? Pour le chrétien, c'est vraiment l'enjeu. Il faut vraiment faire attention et réfléchir à cette possibilité-là. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait d'idolâtrie. Le danger, c'est celui de l'idolâtrie. On revient sur la diapo. Moi, sur ce principe-là, je dirais que tout peut prendre la place de Dieu. Je sais pas, je crois que c'est important de ne pas diaboliser un seul élément, mais se dire que c'est notre rapport aux choses qui est à questionner. On a une intervention, oui. Oui, c'est concernant le fait... Oui. Et on va s'approcher de la conclusion, parce que le temps est échu. Tu t'approches? D'accord, j'attends. Oui, j'avais une question. Oui. Cet après-midi, est-ce que vous pourriez répondre à un questionnement, on va dire, quel serait notre rapport avec justement l'IA? En tant que chrétien, est-ce que c'est un bon outil? Ok, ou mais on non? y vient. On va se diriger dans la conclusion, on va essayer d'y répondre. D'accord? Ok. Alors vas-y, fais apparaître la diapo suivante. Encore, voilà. Voilà, donc on va conclure sur ces aspects, parce que comme je l'ai dit, c'est un outil. Il faut être bien conscient que l'outil, il a ses qualités, mais il a aussi ses failles, il a vraiment ses dangers. D'accord ? La question de savoir, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut l'utiliser? Je redis que c'est un outil. Tout outil peut être utilisé. Après, maintenant, il faut vraiment considérer l'usage, est-ce qu'il est fait avec discernement? Il faut être conscient de ceci. Alors, les dangers qu'on peut rencontrer, ce sont ceux-là. Pour un jeune, le danger qui est lié à ce qu'on appelle la notion de plagiat et d'atteinte à la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que, comme c'est tellement facile, la tentation, elle est là de pouvoir utiliser du contenu et de se faire passer pour l'auteur du contenu. Ça, c'est une première tentation. Donc ça, c'est un vrai problème sous le plan de l'éthique, de l'honnêteté intellectuelle. D'accord? Donc, la tentation, elle est là. Il faut faire très attention. D'accord? La notion, donc, de plagiat. Je en ai parlé aussi, mais c'est la notion de fiabilité. Tout ce qui est sous l'IA n'est pas vrai. Donc, effectivement, vous savez, l'IA, elle excelle dans le fait de toujours vouloir vous trouver une réponse. Donc, même quand elle ne l'a pas, elle va chercher à vous en donner une, même si elle est fausse. Voilà. S'il le faut, elle va, comme on dit, halluciner, et elle va vous donner une réponse, parce que son job, c'est de vous répondre. Elle va tout faire pour, parce que son but, c'est de vous impressionner. D'accord ? L'atteinte aux données personnelles, on a parlé aussi de ça, hein, c'est un danger, même quand vous êtes, même si c'est dans un cadre de l'Église, il faut faire attention à ce que vous mettez sur l'IA, parce qu'il s'en sert pour s'alimenter, et ça peut après effectivement être à votre préjudice. D'accord ? Envers. Attends. La détérioration des facultés cognitives. Alors, c'est pas moi qui dis ça. J'ai trouvé en fait un rapport, une étude qui a été faite par une université qui s'appelle l'université de Malone en Pennsylvanie, qui a été faite par des chercheurs en association avec des chercheurs de Microsoft et qui ont montré qu'un usage trop fréquent de l'IA tend à diminuer nos facultés cognitives. C'est pour cette raison que je disais tout à l'heure qu'il faut l'utiliser avec discernement. C'est pas que dès que vous aurez quelque chose à faire, vous tombez sur le téléphone et vous prenez l'IA. Il faut vous poser la question, est-ce que ce que je cherche, je ne peux pas déjà à mon niveau, moi-même, porter une réponse? Et réserver peut-être l'IA pour les sujets qui sont vraiment complexes, où il y a beaucoup de données à gérer et des choses qui manipulent beaucoup de données. Voyez?
Donc ça, c'est vraiment important. Il faut faire attention à ça. Parce que si on commence à faire des études qui montrent que l'IA, dans son utilisation excessive, peut réduire les facultés cognitives, là, ça commence à être inquiétant. Et puis le dernier point qui n'est pas moindre, et effectivement, l'IA cause la destruction d'emplois. D'accord? Sous un premier aspect. Parce que, alors, quand je dis ça, c'est très intéressant de souligner. Alors, vous savez, avec toutes les évolutions qu'il y a eu dans le temps, souvent, les travailleurs qui étaient impactés, c'est tous les travailleurs du monde rural. Donc, tout ce qui est activité manuelle. Eh bien, maintenant, avec l'IA, quand on parle de destruction d'emplois, ça a changé. Les emplois qui sont concernés, c'est tous les emplois qui concernent le domaine de la connaissance et tout ce qui est du domaine de la réflexion. D'accord? Et là, maintenant, ce sont ces emplois-là qui sont mis en danger. Donc, vous voyez, il y a un renversement de situation qui se fait, parce que du coup, c'est là maintenant que le danger se trouve. D'accord? Donc, quand on s'oriente dans son parcours en tant que jeune, il faut déjà être conscient de ce que l'IA va dessiner comme carte sur le marché de l'emploi. Donc, tous les métiers qui manipulent la connaissance, c'est-à-dire les métiers du droit, qu'est-ce qu'il y a encore? Les métiers administratifs, les métiers de commercial, de clientélisme, il faut savoir que l'IA va impacter ces secteurs-là. Alors, je ne dis pas que ça va supprimer des emplois, mais vous aurez certainement une formation à faire pour pouvoir fonctionner avec. D'accord? Donc ça, il faut être conscient de ça. Et maintenant, s'agissant des qualités, ou encore des effets positifs de l'IA, on a déjà parlé de ça, le gain de temps, il est réel. On ne peut pas non plus passer à côté de ça. Le gain de productivité, l'aide à la créativité, l'aide aussi à la décision quand vous avez des données en grand nombre à manipuler. L'IA, c'est sûr qu'elle va trouver des relations beaucoup plus facilement que vous pour vous aider à faire ce travail-là. D'accord? Il y a une Dacia Duster qui gêne, FR 629HH, dans le petit parking. Dacia Duster. FR 629. Voilà, okay. Et puis pour terminer avec les nouvelles perspectives d'emploi, on a parlé tout à l'heure du métier qui s'appelle de prompt engineering, mais il y en a beaucoup d'autres qui émergent avec l'IA, notamment tout ce qui est data scientist, spécialisé dans l'analyse de données, éthicien en IA, etc., etc. Alors, pour répondre à la question, avec un verset final, je voudrais insister dessus. Et il faut bien comprendre, parce que quand on se pose la question, est-ce qu'il faut l'utiliser? Dans 1 Thessaloniciens 5, c'est verset 11, c'est pas 1 à 11, c'est verset 11. Voilà ce qui est dit. Paul nous dit, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. En fait, Paul est en train de dire que ce dont nous avons besoin, c'est de la relation des uns avec les autres. Si l'IA commence à prendre de la place et fait en sorte que je suis de moins en moins en relation avec les autres, je comprends que je suis déjà dans une mauvaise position. L'IA, son usage doit rester mesuré. Il ne faut pas prendre ça comme si c'était le petit déjeuner du matin, vous prenez le même tous les matins. Ça doit rester mesuré. D'accord? Il ne faut pas non plus, alors pour les étudiants, le piège de la facilité, il est là. Je sais que vous avez vos études, mais si vous commencez à avoir recours systématiquement à l'IA pour tout, viendra un moment où vous serez dans une dépendance à l'IA et vous allez reculer dans vos capacités cognitives. D'accord? Donc, moi, je peux demander à l'IA des choses en rapport avec l'étude de la Bible, mais il faut que je l'utilise à bon escient, que lorsque cela est vraiment nécessaire. D'accord? Voilà. Eh bien, j'en ai terminé. Donc, Ronnie, je pense qu'on est dans le timing.